Il y a plusieurs sortes de morts. Celles qui sont attendues à cause de maladies, de vieillesse ou de coma prolongé. Il y a celles qui nous prennent de plein fouet, tels des accidents de la route, des attentats où des proches se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, ou encore des erreurs médicales impardonnables. Et puis, il y a celles qu'on espère, mais qui ne viennent jamais, qui concernent des ordures, des salauds de la pire espèce, à qui la mort semble avoir oublié de noter leur nom sur sa liste. Ces mêmes personnes au cœur noir comme la nuit qui parviennent à échapper, on ne sait comment, à la punition qu'ils méritent. La faute à une justice à deux vitesses, ou tellement procédurière qu'elle se remplit de failles dans lesquelles s'engouffrent des avocats pas très regardants sur la véritable justice, du moment que leur client meurtrier les paie. Parfois, cette justice se crée elle-même, par des circonstances qui défient l'entendement, la normalité de la vie telle que chacun la conçoit. Une justice qui est du fait de créatures ne connaissant pas la pitié ni le remords de leurs actes, ne voyant que le fait de débarrasser la terre de leurs habitants les plus sombres, ayant réussi à tromper les lois des hommes, par des manipulations, des mensonges, ou encore bien pire. C'est l'une de ces créatures qui agit sur la route du péché. Un nom loin d'être anodin, puisque ceux qui y passent et n'ont pas la conscience tranquille, ceux qui ont tué sans vergogne des innocents, ou provoqué le malheur par leurs actes, détruit des familles par leur manigance, ou tout autre délit méritant 1000 fois la mort, se retrouvent être la cible d'un destin leur étant réservé en priorité. Une petite route qui n'a l'air de rien, car ressemblant à des milliers d'autres à travers tout le territoire américain, avec son asphalte à perte de vue, ses gravats mélangés aux hautes herbes sauvages parsemant ses abords, ses buts surélevés observant tout véhicule qu'il emprunte, sans se douter du sort qui peut les attendre. Mais cette petite route est loin d'être de tout repos. Régulièrement, de nombreux cas de morts violentes y sont recensés, avec tout un dénominateur commun. Leur cœur a été arraché, laissant leur corps sans vie sur le sol, ou à l'intérieur de leur véhicule abandonné, les yeux hagards, vides de vie, et en proie à une terreur indescriptible, comme s'ils avaient vu la pire chose qu'ils aient vue de leur vie. Ce qui n'est pas faux. Cette route est aujourd'hui redoutée par un nombre incalculable de personnes, et évitée comme la peste à son apogée. Mais les victimes de cette route sont loin d'être innocentes de tout vice ou reproche. Tous les corps retrouvés avaient un passé rempli de haine, de morts insoupçonnées, de secrets inavouables, ou bien pire encore. Avocats véreux, gangsters, escrocs, maris ou femmes infidèles, junkies notoires, fauteurs de troubles, pyromanes, bagarreurs invétérés. Autant d'esprits tourmentés par leur violence, leur manque d'empathie, leur refus de respecter la vie d'autrui, n'ayant aucune notion du bien et du mal, leur vie n'ayant été que placée sous le signe de la noirceur la plus totale. Cette route, c'est un peu le pendant de la justice humaine, celle qui n'a pas su comment punir les pires représentants de la race des hommes, arrêtant le parcours de ces âmes nauséabondes, de la même façon qu'elles ont provoqué le chaos sur leur passage, en leur montrant le vrai visage de la terreur, en leur donnant accès à une vision de l'enfer sur terre, en accélérant le trépas qu'ils auraient dû subir depuis longtemps. Si toutes les victimes de cette route ont vu leur cœur arraché, ça non plus n'est pas anodin. Toute leur vie, ces personnes ont donné l'impression d'être dépourvues du moindre cœur. C'était comme si l'organe leur permettant de tenir debout ne leur servait au final à rien d'autre qu'un simple gadget dont ils n'avaient que faire. Passer sur cette route et trouver la mort qui leur est due est en fait un juste retour des choses. Ce cœur dont ils ne se sont jamais servis, il leur est repris, pour satisfaire l'appétit d'une créature millénaire qui au cours des siècles a revêtu plusieurs visages, plusieurs aspects, plusieurs continents. Elle est la représentante d'une race chargée involontairement de rétablir l'équilibre entre la justice et son exact opposé, traquant sans relâche ceux qui ont eu le malheur de croiser sa route et d'avoir attiré son attention par l'odeur caractéristique qui émane de leur cœur noir. Une odeur de pourriture infecte qu'elle seule est capable de discerner. À peine ses possesseurs se sont-ils placés sur les grains du bitume qui composent cette route de mort et de terreur. Peut-être certains d'entre vous, ou bien vos ancêtres, ont croisé l'une de ces créatures, dans une autre époque, ou en d'autres lieux.
Comme je vous l'ai dit, elle a eu plusieurs aspects au cours de son existence. Que ce soit elle, la dernière représentante de sa race, ou bien ses prédécesseurs, ses aïeux. Elle fut tour à tour connue comme le Yéti népalais, le Bigfoot américain, le Wendigo canadien, le Chupacabra mexicain, le démon européen, ou encore le diable du New Jersey, la bête du Gévaudan, et aussi le virus. Pour chaque époque, chaque continent, chaque région, elle a revêtu une autre peau, une autre nature, une autre méthode d'extraction des cœurs. Mais elle a toujours obéi au même instinct. Débarrasser le monde des personnes ne méritant pas de vivre, en se montrant à eux, de jour comme de nuit, avec cependant une préférence pour cette dernière, afin d'assurer sa propre sécurité, et surtout surprendre ses proies plus aisément. Et aussi s'emparer de ce qui la nourrit, les cœurs noircis par la haine et le désir de détruire. Elle ne peut arracher un cœur innocent sans en subir le prix de sa vie. C'est pour cela qu'elle est aujourd'hui la dernière de sa race. Nombre de ses ancêtres, par manque de nourriture, ou au contraire par gourmandise, ont croqué des cœurs qui ne méritaient pas de disparaître, provoquant leur mort immédiate. Un cœur pur bloque leur respiration, bouche leurs artères monstrueuses de par ce qui le compose. Cette lumière capable d'annihiler leur nature et leur texture de monstres de justice. En tuant un être innocent, elles font tomber l'équilibre naturel des choses. Et pour que cet équilibre soit à nouveau remis en place, elles doivent le payer de leur vie. Leur évolution naturelle a fait que certains ont dû fuir des pays, des continents, à cause des traques les menaçant, eux et la subsistance de leur espèce. C'est ainsi qu'elles ont revêtu différentes formes à travers l'histoire humaine, différents modes de vie, différents lieux de prédilection, jusqu'à parvenir à cette route particulière, cette route du péché, il y a maintenant près de 100 ans. Si au départ elle se contentait d'attendre l'arrêt des véhicules repérés contenant une proie, que ce soit par une panne ou autre chose, ces dernières années, elle a dû opérer autrement, pour répondre à sa faim dévorante, et parsemant à des endroits stratégiques des pierres tranchantes, en fait des améthystes, très nombreuses dans la grotte où elle vit. Dotée de pouvoirs sensoriels très puissants, elle est capable de repérer les cœurs noirs dont elle a besoin pour se sustenter plusieurs kilomètres à l'avance, ce qui lui donne le temps de préparer le terrain pour son intervention. Ce qui explique que le nombre de morts a décuplé depuis plusieurs années. Et ce qui fait que j'interviens dans cette histoire. Vous vous demandez sûrement comment je peux en savoir autant sur cette créature, sur son histoire, ses origines. Je vous le dirai en temps voulu. Mais vous risquez d'être surpris de mes révélations et de la façon dont j'ai obtenu tous ces renseignements sur cette créature que les habitants de la région, principalement d'ethnie hispanique, ont fini par appeler El Devorador de Corazón, autrement dit, le dévoreur de cœur. Et croyez-moi, les autochtones du coin ne vont jamais sur cette route, car ils savent très bien le danger qu'elle représente pour nombre d'entre eux. Ne pas utiliser cette route les oblige à faire un détour de plusieurs kilomètres pour pouvoir rejoindre les villes avoisinantes. Mais c'est le prix de leur survie. D'ailleurs, les seuls à avoir l'imprudence d'emprunter cette route sont des inconscients idiots, voire suicidaires. Car il y a 10 ans de cela, suite à la recrudescence de morts et à la demande des habitants proches, une route secondaire a été érigée en amont du début de la route, avec un panneau indiquant clairement que ceux qui s'engagent sur cette route le font à leur risque et péril, et que les autorités ne pourront être tenues pour responsables de ceux qui décideront de l'emprunter malgré les avertissements. De ce fait, ce sont souvent des personnes qui ont quelque chose à se reprocher, cherchant à échapper aux autorités qui l'empruntent. Des proies idéales pour le dévoreur. Malgré tout, toutes ces morts ont bien été trouvées par des gens les ayant découvertes, me direz-vous, et qui ont pris le risque de l'emprunter sans être attaqués. La raison est simple. Les autorités avoisinantes se sont aperçues au fil des années que les morts surviennent surtout à la tombée de la nuit, ou le matin de très bonne heure, rarement l'après-midi, et jamais quand le soleil est au plus haut, la créature semblant craindre de la chaleur à forte intensité. Du coup, une fois par semaine, une patrouille dont les membres sont recrutés suivant leurs états de service, c'est-à-dire en s'assurant qu'ils ne sont pas coupables du moindre délit ou violence,
même minime, est chargé d'inspecter la route et vérifier s'il y a d'éventuelles nouvelles victimes qui s'y trouvent. Et croyez-moi, ils ont du boulot chaque semaine, bien plus qu'ils ne le voudraient. C'est ce nombre de morts de plus en plus important depuis plusieurs années qui a fini par faire déplacer 2 agents du FBI pour enquêter sur leur cause réelle. Vous vous doutez bien que les instances gouvernementales ne croient pas à l'existence du dévoreur de cœur et veulent prouver qu'il ne s'agit que d'un meurtrier bien humain et pas issu du folklore local. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec ma coéquipière par avis de cette mission en direction de cette fameuse route, afin de démêler le vrai du faux et prouver que le dévoreur de cœur, tel que décrit par les rares personnes l'ayant vu et toujours en vie, et aujourd'hui interné en asile psychiatrique, n'existe pas. Une vraie enquête à la X-Files. Sauf que là, on est 2 à être aussi sceptiques l'un que l'autre sur le besoin de cette enquête, qui semblait clairement être l'œuvre d'un serial killer, agissant par pulsion, et n'étant donc pas de notre sort à tous les 2, étant chacun affilié habituellement à la paperasse du bureau. Mais l'enquête avait été demandée par le gouverneur de la région, et le FBI y avait tous ses agents actifs en mission ailleurs. Alors, pour ne pas faire d'esclandre, le grand boss nous avait mis d'office sur l'enquête, jugeant que des bleus sur le terrain comme nous seraient bien suffisants, et que de toute façon il fallait bien qu'on fasse nos preuves, vu qu'on avait demandé une affectation en tant qu'agent du terrain. Si j'avais su que ma première mission allait changer ma vie de cette manière, j'aurais immédiatement annulé ma demande pour passer à un niveau supérieur. Quant à ma collègue, mais j'anticipe sur les événements. Enfin bref, comme je vous le disais, on a donc pris contact avec les autorités du patelin le plus proche de l'embranchement permettant l'accès à la route maudite. Et on est tombé le bonjour, sans vouloir jouer au mec sarcastique. 2 nouveaux cadavres venaient d'être récupérés il y avait moins de 2 heures sur la fameuse route du péché. Le premier truc qu'on a fait, ma comparse et moi, a été d'aller voir les cadavres pour juger de visu. Et on n'a pas été déçus. Un vrai film d'horreur. C'étaient 2 filles d'une vingtaine d'années, recherchées depuis 3 mois pour braquage dans une station-service. Le propriétaire avait été défiguré par une balle, mais s'en était miraculeusement sorti. Du coup, il avait pu donner l'alerte et surtout donner un signalement de ses agresseurs. Elle n'était pas allée loin, mais en voyant l'état dans lequel elle se trouvait, j'avais de la peine pour elle. C'était horrible de finir de cette façon. Les 2 avaient un énorme trou dans la poitrine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que celui qui avait fait ça était loin d'être un tendre. Le cœur avait été arraché, tel qu'il était indiqué dans les différents rapports lus concernant l'affaire. Mais ce n'était pas tout. L'extraction s'était accompagnée de multiples côtes brisées nettes, les poumons perforés par ce qui s'apparentait à des traces de griffes, comme celles d'un animal. Traces de griffes qu'on retrouvait d'ailleurs sur d'autres parties du corps, comme les bras et les jambes. On avait l'impression qu'elles avaient tenté de s'enfuir de leur agresseur, mais que celui-ci les avait rattrapées, retournées comme des crêpes et éviscérées pour arracher leur cœur. La version officielle était l'attaque d'un puma, nombreux dans le coin, même si personne n'y croyait. Mais si quelqu'un avait indiqué dans son rapport que c'était le dévoreur, vous imaginez bien qu'on l'aurait incendié. Mais ça n'était pas tout. Le plus intriguant, c'était leur regard. On aurait dit des yeux d'aveugle, blancs, vidés de toute vie. Les cheveux étaient blancs aussi, alors que leur fiche d'identification indiquait des racines brunes pour l'une, rousses pour l'autre. Alors comment leurs cheveux avaient pu virer au blanc albinos? En plus de ça, le visage était aussi blême qu'un des morts vivants d'un épisode de Walking Dead, mais sans maquillage, et parsemé de rides, comme si elles avaient vieilli de 30 ans d'un coup. Leurs veines étaient apparentes sur tout leur corps également. Le légisme indiqua que c'était comme si elles avaient été empoisonnées par une plante ou un aliment avarié. J'avais déjà vu des effets d'empoisonnement et je n'avais jamais vu de tels effets secondaires. Bon, je n'étais pas légiste non plus, et je ne connaissais pas tout, mais quand même. Je sortais de là avec des milliers de questions en tête. Plus que ma partenaire qui semblait plus intéressée par l'adjoint du légiste que par l'enquête. Mais on n'était pas au bout de nos surprises. Par la suite, on a demandé à voir leur véhicule, histoire de voir si un truc avait échappé aux enquêteurs du coin. Quand on a vu l'état de la voiture, sur le coup, on avait l'impression qu'elle sortait d'un stock-car. Le capot était défoncé sur toute sa longueur. L'une des portières avait été arrachée. Et il y avait encore ces traces de griffes sur la peinture. Des traces très profondes,
qui avait presque traversé la carrosserie. Je n'étais pas expert en puma, mais aucun animal de cette espèce était capable de faire ça. L'intérieur était pire. La bourre des sièges sortait de toutes parts, tellement les lacérations qu'il y avait dessus étaient nombreuses. Il y avait du sang partout, sur les sièges, sur le pare-brise intérieur, sur les tapis de sol. Les experts en logistique m'ont dit qu'ils avaient retrouvé des morceaux de cœur sur le tableau de bord. Comme s'il avait été dévoré sur place, croqué, comme on bouffe une pomme. Des fragments d'eau avaient également été découverts dans le siège du passager, là où la portière avait été arrachée. Apparemment, la rousse avait été attaquée et s'était vue extraire son cœur sur place. L'autre fille avait été trouvée sur la route. Il semblait logique qu'elle avait tenté de s'enfuir en voyant sa copine se faire bouffer, avant d'être rattrapée et de subir le même sort. Du sang et d'autres fragments d'eau, de cœur et de chair avaient été trouvés aussi sur la route, à quelques mètres seulement de l'arrière de la voiture. Je n'avais jamais vu une attaque comme celle-là. Et dire qu'à Washington, ils soutenaient dur comme fer qu'il s'agissait d'un serial killer. Ici, c'était un puma, et aucune des versions ne concordait avec ce que je voyais. J'en étais encore à mes interrogations quand Hélène, ma coéquipière, m'appela. Visiblement, elle avait trouvé quelque chose qui avait échappé aux enquêteurs. Enfoncé dans le métal de la rainure de là où il y avait auparavant la portière, il y avait une protubérance qui ne semblait pas provenir d'un élément de la voiture, et encore moins du corps d'une des deux victimes. D'origine organique à première vue. Tellement enfoncé que je dus emprunter une pince pour pouvoir l'extraire de la carlingue. Une fois enlevé et vu de plus près, ça ressemblait assez nettement à un bout de griffe. Est-ce que c'était la même trace de griffe qu'on trouvait partout sur le corps des deux filles? Pour en avoir la certitude, je demandais qu'on analyse l'objet après l'avoir placé dans un sachet en plastique, histoire de ne pas perdre d'éventuelles traces d'empreintes digitales. Heureusement, le service scientifique de la ville était doté d'un labo suffisamment performant pour faire l'analyse sur place. Ça nous ferait gagner au moins 5 jours sur un envoi à notre labo. Hélène et moi, on a continué à inspecter la voiture bousillée, espérant trouver autre chose de plus concret. Mais rien de plus n'atterrit entre nos mains. Du coup, le mieux qu'il nous restait à faire, c'était d'aller voir sur le terrain, là où l'attaque avait eu lieu. Je suis parti devant, demandant à Hélène de me rejoindre, attendant qu'elle se refasse une beauté aux toilettes. Comme si ce remède du mascara allait nous permettre d'avancer dans l'enquête. Le mystère féminin. Une fois dans la voiture, je me remis à penser à tout ça. Les corps des gamines, la voiture déchiquetée, l'objet trouvé, et sans oublier la légende propre à la région. Celle du dévoreur de cœur. Je repensais aux morceaux de cœur trouvés dans la voiture, et le trou béant des corps. Un instant, je m'étais dit que ça pouvait être un petit malin qui voulait faire croire à la légende. Mais les traces de griffes, le cœur, la portière arrachée, les côtes brisées, ça faisait beaucoup pour faire croire à un mythe. Et surtout, il aurait fallu que le tueur soit d'une force herculéenne. Soit c'était un coup monté par plusieurs personnes, suffisamment intelligent pour masquer toute trace de subterfuge, soit... Non, c'était idiot. Une telle créature ne pouvait pas exister. Je devais rester rationnel. J'étais un agent d'une FBI normale, pas Fox Mulder. Hélène revenait, le sourire aux lèvres, me faisant disparaître mes pensées. À peine installée, je la vis inscrire un numéro de téléphone sur son portable. Partie se faire une beauté aux toilettes, hein? Plutôt une victime de plus à son actif de croqueuse d'hommes. En tout cas, je savais qu'elle avait cette réputation au bureau, vu le nombre d'inspecteurs la connaissant, disons, très intimement. Mais bon, je m'en foutais. Ce qui importait, c'était d'essayer d'en savoir plus en allant inspecter le terrain de l'attaque. Alors, je démarrais, et on se rendait sur place. L'objectif était de faire assez vite, car il était déjà 16 heures, et le légiste, tout comme le shérif, m'avait demandé de revenir avant la nuit, sous peine de grossir la liste des victimes du dévoreur. Au début, je pensais que ça faisait partie d'un bizutage de leur part, et qu'ils me faisaient marcher. Mais tout dans leur attitude m'avait fait nettement comprendre qu'ils étaient très sérieux en me disant ça. Alors, je leur avais promis qu'on partirait avant que le soleil se couche, et qu'on se rendrait directement à l'hôtel de la ville que le shérif m'avait indiqué. 2 chambres nous avaient déjà été réservées. Plutôt sympa au final, ce shérif. Ça ne devait pas être évident pour lui d'accepter que des agents du FBI viennent fouiner sur ses plates-bandes. Et il prenait ça bien. J'avais même eu la nette sensation qu'il était soulagé de notre présence. Que peut-être notre enquête permettrait aux instances de Washington de prouver l'existence du dévoreur de cœur.
et qui ne passerait plus pour un fou ou un garant des légendes locales. Pour la petite histoire, le shérif, Gary, était un pur descendant de Gauchos, ces gardiens de troupeaux en Argentine, d'où venait sa famille. Une famille très ancrée dans le surnaturel et croyant aux monstres. Croyance qu'il lui avait transmise. Sans le dire directement, il m'avait fait entendre qu'il avait cru voir la silhouette du dévoreur, un soir où il avait eu l'imprudence de s'attarder sur la route du péché. Et que depuis, cette vision le hantait chaque soir, comme une obsession. Parfois, ça le rendait même dingue, et qu'il avait peur de finir comme d'autres qu'il avait vus de plus près, et qui étaient aujourd'hui enfermés dans un asile, ayant perdu la raison. Je n'y avais pas prêté plus attention que ça. Mais c'était avant qu'on trouve ce drôle d'objet de nature organique dans la voiture. J'étais curieux de savoir ce qu'allait donner le résultat des analyses. Mais on s'approchait du lieu où les gamines s'étaient fait tuer. Il y avait encore les bannières de police qui parsemaient les contours, afin que le sang au sol ne soit pas souillé par d'éventuels passages de voitures d'autres inconscients qui passeraient sur cette route. Un plastique avait été apposé sur le sol en attendant que le sang soit analysé à son tour, au cas où des traces d'ADN du tueur seraient trouvées, mélangées à celles des gamines. J'arrêtai la voiture à une centaine de mètres des bannières, et Hélène et moi on se dirigea vers le lieu de l'attaque. On passa sous les bannières, tout en faisant attention de ne pas mettre les pieds sous la bâche, histoire de ne pas mettre de traces là où il ne fallait pas. Vu que les traces au sol n'avaient pas encore été analysées, ça aurait vraiment été con de gâcher une éventuelle piste. Hélène m'indiqua qu'elle allait voir sur la butte en surplomb, au cas où des traces de l'agresseur, non détectées par les enquêteurs du comté, s'y trouveraient. Je lui faisais signe de la tête pour donner mon accord, pendant que j'inspectais le côté opposé de la route, là où se trouvaient les bois que le shérif m'avait signalés. Il m'avait dit qu'ils avaient déjà été fouillés de fond en comble, mais qui sait. Peut-être que comme Hélène dans la voiture, je trouverai un petit truc qu'il n'avait pas vu. Je passai le petit fossé au bord de la route, et je commençai à me diriger vers les bois, ignorant totalement ce que je comptais trouver. Mais je comptais sur la chance et un brin d'instinct pour dégoter un indice, aussi petit soit-il, qui puisse me donner une idée sur la nature de l'agresseur, qu'il soit humain, animal ou autre chose. Décidément, Gary m'avait contaminé avec cette histoire. Voilà que je commençais à donner vie à ces allégations de créatures surnaturelles et meurtrières. Ça, c'est ce que je pensais à ce moment précis. Que tout ceci n'était qu'un mythe. Le dévoreur de cœur n'existait pas. Mais j'étais curieux de savoir qui était cette force de la nature capable d'arracher une portière, de mettre des traces de griffes sur du métal au point de le traverser et de déchiqueter deux pauvres voleux amateurs. Je regardais méticuleusement les alentours, et obsédé par l'idée de trouver quelque chose, je ne fis pas attention au temps passé, et encore moins à la promesse faite à Gary de revenir avant la tombée de la nuit. Ce fut une erreur monumentale, que j'allais regretter amèrement. Alors que le soir commençait déjà à s'installer, j'entendis Hélène crier, à gorge déployée, m'appelant à l'aide, disant qu'elle était là, que la créature était là, que ce n'était pas une légende. Sans même chercher à comprendre, je revenais sur mes pas à toute allure, me dirigeant vers le fossé que je franchissais d'un bond. Et là, j'avais du mal à croire ce que je voyais en face de moi, tout près de l'endroit où les gamines s'étaient fait massacrer. Hélène était en bas de la butte, allongée au sol, semblant inerte. Et elle n'était pas seule. Une silhouette était au-dessus d'elle. Avec la pénombre, je ne percevais pas bien ce que ça pouvait être. Dans mon esprit du moment, j'étais encore persuadé qu'il s'agissait d'un homme. Mais plus je m'approchais, plus je voyais très distinctement que ce qu'il y avait en face de moi n'avait rien d'humain. Hélène était toujours au sol. Elle ne bougeait plus. Un énorme trou remplaçait sa poitrine. Elle avait la bouche ouverte, les yeux dans le vide. On sentait la terreur qu'elle venait de subir. Et la chose avait son cœur dans les mains, dégoulinant de sang tombant sur le corps de celle qui était encore ma coéquipière il y avait encore seulement quelques heures, et qui maintenant venait de rejoindre le nombre des victimes de cette créature qui me faisait face. Je n'osais y croire. Elle devait bien faire dans les 2 mètres de haut à vue de nez, dépourvue d'appareil reproducteur. Ses mains étaient composées de doigts faisant penser à celles de longues tiges parées d'énormes griffes à leur extrémité. Mais c'était pire que des griffes. On aurait dit des rasoirs géants. Même Freddy Krueger aurait été jaloux d'elle. Ses pieds étaient du même niveau, mais avec des argots à la place des griffes, comme celles d'un chien.
mais un chien d'une masse énorme. Tout son corps était d'un gris flamboyant, parsemé de veines apparentes reflétant des lumières irisées, mélange de bleu et de noir, donnant l'impression d'un mouvement perpétuel, montant et descendant, suivant les veines jusqu'à la tête, avant de revenir d'où elles venaient, comme un liquide doté d'un courant. Son cou faisait 2 fois la taille d'un être humain, et son visage contenait encore plus de ces veines étranges. Sa tête était pourvue d'une sorte de capuche. Du moins, au début, je crus que c'était une capuche. Mais en y regardant de plus près, en m'approchant, en fou que j'étais, poussé par ma curiosité, je vis qu'il s'agissait d'os, de vertèbres, comme les bois d'un cerf sortant de sa tête, et recouverts d'une matière ressemblant à de la peau, mais d'un noir profond. Et ses yeux, jamais je n'oublierai ses yeux. On aurait dit des gouffres sans fond, dans lequel luisait une sorte de tourbillon aux couleurs bleutées et noires, comme les veines parcourant son corps. Un regard irréel et hypnotique. J'avais l'impression qu'il sondait mon âme, mon esprit au plus profond de moi. Je n'arrivais pas à me défaire de son regard. C'était comme s'il m'attirait, me forçant à me rapprocher de cet être de cauchemar. Je ne pus obtenir mon salut que par l'appel inespéré de Gary, me demandant si j'étais sur le chemin du retour, qu'il s'inquiétait pour nous deux, Hélène et moi. Les sons proférés par la radio semblèrent agacer la créature, qui lança un cri déchirant l'air. Je crus que mes tympans allaient exploser. La créature lâcha le cœur d'Hélène qu'elle était en train de dévorer et se rua à une vitesse inimaginable vers la voiture, s'abattant sur le capot qui plia sous son poids, qu'on imaginait immense et d'une masse incroyable. Elle brisa le pare-brise à la recherche du son qui l'énervait, tout en continuant à pousser ses cris horribles. C'est là, libéré de son regard hypnotique, que je parvins à trouver le courage de m'enfuir et courir comme jamais je n'avais couru auparavant. Je n'osais même pas regarder en arrière pour voir si le dévoreur me suivait, de peur de le voir surgir devant moi et s'abattre sur moi avec la même force que sur la voiture l'instant d'avant. Je courais sans m'arrêter, avec toujours cette peur que la créature, lassée de trouver la radio et son son qui m'avait libéré de son emprise, parvienne à me rattraper. Mais elle ne me rattrapa pas. Je parvins à parcourir plusieurs kilomètres avant de prendre le risque de regarder en arrière. Mais je ne vis rien s'approcher. J'avais réussi à lui échapper. J'étais épuisé, mais j'avais réussi à atteindre l'embranchement de la route secondaire, signe de la fin de son territoire. Je me posais sur la route, terrorisé de ce que je venais de voir. Il me fallut plusieurs minutes pour arriver à trouver l'instinct d'appeler Gary avec mon portable. Au même moment, je me demandais ce qui serait arrivé si Gary m'avait appelé sur le même portable, au lieu de nous joindre sur la radio de la voiture. Je ne préférais pas imaginer ce qu'il serait advenu de moi. J'aurais subi le même sort que cette pauvre Hélène. En attendant que Gary vienne me chercher, je me persuadais que je devais ma survie au fait de ma vie irréprochable, sans méchanceté aucune, sans violence, sans rien qui aurait pu noircir mon cœur et faire de moi une cible au dévoreur. Mais en étais-je bien sûr? Je l'ignorais, mais dans l'instant présent, je m'inquiétais surtout de mon état mental. Je me souvenais des mots de Gary qu'il avait vus de loin, de ses cauchemars. Moi qui l'avais vu d'aussi près, qu'allait-il m'arriver? Cela me terrorisait encore plus. Mais le pire dans tout ça, c'était que cette nuit d'angoisse ne serait pas la dernière fois où j'aurais affaire au dévoreur. Et j'étais très loin d'imaginer ce que cette nouvelle rencontre allait occasionner pour moi et pour mon avenir. J'ai attendu la venue de Gary comme d'autres attendent le Messie, regardant régulièrement autour de moi, à guetter le moindre mouvement d'herbe, la moindre brisure de branche, le moindre craquement sur le sol pouvant me signifier que la créature avait finalement décidé de quitter son territoire pour m'ajouter à sa longue liste de victimes. La légende disait qu'elle ne s'en prenait qu'aux personnes ayant le cœur noir. Et en voyant le corps d'Hélène, je ne savais plus trop quoi penser de sa méthode de soi-disant justice. Ma collègue avait certes le tort de trop aimer les hommes, de les considérer comme des jouets sexuels, adulés avant usage, puis jetés comme d'autres balancent leurs chaussettes avec dédain au sol. Mais d'une manière classe à ce que j'en savais, à force d'écouter sans le vouloir les conversations où elle était régulièrement le centre d'intérêt, par ceux qui étaient tombés dans ses filets. Rarement vu une fille avoir autant de popularité
par ceux qu'elle avait largués sans le moindre remords. C'était comme si elle les avait hypnotisés ou drogués et qu'ils ne pouvaient se débarrasser du venin qu'elle leur avait inoculé, telle une sorte de succube dont le harem grossissait sans cesse. À voir les yeux et les sourires que lui faisait le grand boss, j'en arrivais même à me demander si lui aussi... Mais bon, je m'égare. Ce qui me gênait, c'était le sens de justice du dévoreur, maintenant que je savais qu'il était bien réel. Hélène méritait-elle vraiment d'avoir subi son sort simplement parce que le plaisir faisait partie de son ADN? À ce moment, je ne comprenais pas cette injustice de la part de ce soi-disant symbole, qui ne ressemblait pour moi par ses méthodes et ses choix qu'à rien de plus qu'un meurtrier comme les autres. Ça, c'était avant que je découvre le secret bien caché d'Hélène, qui avait même échappé aux recruteurs du FBI. Mais je vous en ferai part plus tard. Gary arriva une trentaine de minutes plus tard, à la fois affolé et rassuré de me savoir toujours en vie. Complètement sous le choc, mais vivant malgré tout. Je voyais à son regard qu'il voulait me poser une centaine de questions sur ce qui était arrivé. Mais en bon prince qu'il était, et en véritable ami qu'il allait devenir à mon encontre, il n'en fit rien. Et je lui en étais reconnaissant. Car franchement, après une nuit comme celle que je venais de vivre, je n'avais vraiment pas envie de m'étaler sur l'horreur subie face à ce mythe vivant qu'était le dévoreur de cœur. Un nom qui était loin d'être usurpé. J'avais pu le voir de mes yeux. Mes yeux. C'était un autre problème qui allait occuper toutes mes pensées dans les heures qui allaient venir. Même si j'étais parvenu à me défaire de son regard, j'avais toujours cette impression que ceux-ci allaient sortir de leur orbite, qui ne m'appartenait plus, qui lui appartenait à lui. C'était la même chose dans ma tête. Je revoyais à rythme régulier les contours de son visage. Je le revoyais lui et son regard hypnotique. Je le revoyais dévorer le cœur d'Hélène. Et là, je sortais de ma transe, me rendant compte que Gary s'était arrêté en plein chemin du retour, inquiet de ne pas me voir répondre à ses questions de base, juste pour savoir si j'allais bien. Mais il avait beau me secouer les bras dans tous les sens, c'était comme si j'avais été dans une autre dimension, que je n'étais déjà plus dans le monde des hommes. Je ne m'étais rendu compte de rien, et si Gary n'avait pas été là pour me faire revenir dans le monde des vivants, je serais sans doute encore plongé dans les abysses de la dimension du dévoreur. J'ignorais jusqu'où pouvait aller le pouvoir de son regard. Mais visiblement, j'étais déjà fortement atteint, sans parler de son visage parsemant mes pensées. Phénomène qui allait s'intensifier de plus en plus dans les jours à venir. Il s'était bien passé plus d'une demi-heure depuis que Gary m'avait récupéré sur le bas-côté de la route, tout proche de l'embranchement menant à la route du péché. Et pour moi, c'était comme si on venait juste de partir. J'étais dans les vapes les plus profondes, comme jamais je ne l'avais été de ma vie. Je ne savais pas ce que ça faisait quand on était ivre-mort ou sous l'influence de substances narcotiques, vu que je n'y avais jamais touché de ma vie, mais j'avais l'impression d'être dans le même état, tellement tout me semblait flou et irréel tout autour de moi. À part Gary, qui lui m'apparaissait bien réel. Ce brave Gary. Il s'était comporté comme un frère pour moi, me conduisant à l'hôtel, me faisant monter les escaliers, m'installant sur le lit avec délicatesse. Une vraie mère poule. Il avait même payé la nuit pour moi. Quand je l'avais appris le lendemain, en demandant à l'accueil de l'hôtel combien je leur devais pour la nuit, ça m'avait vraiment surpris. Après tout, il ne me connaissait que depuis à peine 24 heures, et il me chouchoutait comme un nouveau-né. Ou peut-être tout simplement comme un frère de circonstance, vu que j'avais vécu, comme lui, la malchance d'avoir vu le dévoreur. Pire que lui, en fait. Moi, je l'avais vu de beaucoup plus près. Et je pense que c'est justement ça qui l'inquiétait. Il savait ce qu'étaient devenus mentalement les autres avoir eu la chance d'avoir échappé au dévoreur. Une fausse chance et une vraie malédiction, en fait. Et qui ne devait rien au hasard, comme j'allais l'apprendre à la fin de cette aventure. Mais j'anticipe encore. Revenons au présent. À peine remis de ma nuit assez agitée, où j'ai dû revoir une centaine de fois le visage du dévoreur en songe avant de pouvoir tomber dans les bras de Morphée, sans m'être rendu compte de rien jusqu'à ce matin, je me suis installé à la cafétéria de l'hôtel, afin de me gaver de café et me regonfler à bloc. J'en avais vraiment besoin pour remettre de l'ordre dans ma tête qui croulait sous les questions elles aussi. Hélène, le dévoreur, le regard hypnotique, les victimes séjournant en asile, la griffe trouvée dans la voiture. Cette fameuse griffe. L'analyse allait peut-être me donner quelques réponses.
Mais il était encore trop tôt pour que le labo ait pu arriver à un résultat. Il me faudrait sûrement attendre au moins 3 ou 4 jours avant d'avoir quelque chose de concret à mettre sur ce dossier. Quand je pense que je pensais qu'on allait s'emmerder grave en venant pour cette mission, tout à mes pensées, et en sirotant mon café comme si c'était du jus d'ananas, je vis arriver mon sauveur de cette nuit. Tout sourire, visiblement heureux de me voir aller mieux. Il s'installe à ma table et on commença à discuter. De tout et de rien au départ, avant de bifurquer sur mon état de santé. Il m'a même légèrement engueulé parce que je voulais lui rembourser le prix de la nuit d'hôtel. J'ai pas insisté, de peur qu'il me fasse bouffer de force les croissants offerts par l'hôtel. Et puis, on est venu à ce qui était arrivé cette nuit. Car il m'a appris qu'il m'avait entendu délirer en me couchant. J'avais déblatéré plusieurs inepties dont il n'avait pas compris le sens, dont une allusion à Dark Vador pour laquelle il m'avoua que ça l'avait fait éclater de rire sur le chemin du retour chez lui, rien que d'y penser. À l'heure actuelle, j'étais incapable de lui dire pourquoi Star Wars était intervenu dans mon délire. Peut-être à cause du regard du dévoreur. Là, on touchait une corde sensible en l'évoquant. Je le sentais, l'expression de Gary, qui de jovial était passé au blanc crème. Ce qui est compréhensible. Il avait vu ce que l'exposition au regard du dévoreur avait fait à d'autres. Aujourd'hui capitonnés dans des chambres spéciales. Une camisole autour d'eux pour certains. Pour ne pas qu'ils essayent de se les arracher. L'un des premiers cas l'avait fait. Il s'était emparé d'un couteau plat de cuisine au moment du repas, et en quelques secondes, sans réfléchir, avait sorti ses globes oculaires de leur orbite, en criant à tue-tête que maintenant il était libre, qu'il ne le verrait plus. Après ça, tous les autres cas du même type sont obligatoirement munis d'une camisole et placés en section spéciale du centre psychiatrique. Une fois avait suffi. Et le directeur en avait pris pour son grade pour ça en plus. Même les visites étaient restreintes pour ne pas faire ressurgir des souvenirs pouvant les amener à se rappeler leur contact avec le dévoreur. Bien sûr, le directeur, comme nombre de personnes de la région, croyait dur comme fer à la créature, car ayant des origines ethniques identiques à Gary. Mais il se gardait bien de l'indiquer dans les rapports, pour des raisons évidentes. Gary m'indiqua aussi qu'il venait d'envoyer une patrouille pour aller rechercher le corps d'Hélène et la rapatrier à la morgue. Et Hélène, comment j'allais rédiger mon rapport, moi ? Je ne pouvais pas mentionner le dévoreur, il me prendrait pour un fou ou que je prêtais foi aux gens du coin, après avoir bu une de leurs spécialités d'alcool local. Et je ne pourrais pas leur en vouloir à ce niveau-là. Moi aussi, à leur place, en voyant un rapport mentionnant une créature surnaturelle, je ferais des yeux pas possibles. Mais Gary me rassura à ce sujet. Il me dit qu'il s'occuperait du rapport. Il avait l'habitude, vu le nombre qu'il avait déjà rédigé dans ce sens. La première fois qu'il avait mentionné le dévoreur dans un rapport, la première chose qu'on lui avait répondu en retour, c'était d'arrêter de fumer de la ganja pendant les enquêtes et de rédiger un vrai rapport, les yeux dans les trous, et avec une situation tangible et ancrée dans la réalité. Que s'il n'était pas capable de faire un rapport qui tienne la route, peut-être faudrait-il envisager une mutation ou même des vacances prolongées pour le faire revenir à la réalité. Depuis, ces rapports mentionnaient le plus souvent des attaques de pumas, au vu de leur prolifération, et que nombre de morts, autres que la route du péché, étaient de leur fait. On discutait encore quelque temps, et puis Gary m'emmena pour l'identification de la pauvre Hélène. Pas que j'avais vraiment envie de revoir son corps massacré, mais c'était la procédure. Je ne pouvais pas m'y soustraire. Sur le chemin, je repensais au moment où je l'avais vu, le dévoreur. Je me demandais comment une telle créature pouvait exister. Une manipulation génétique ? Peu probable, puisque les premières histoires la mentionnant dans le coin dataient d'il y a à peu près 100 ans. À une époque où le mot ADN n'existait même pas. Une évolution due à une exposition radioactive ? Non, ça non plus, c'était pas possible. Toute la région aurait été touchée. Ça ne se serait pas limité à une seule personne à cause des vents. Une telle irradiation quelconque aurait balayé le coin à un niveau épidémique. Mais alors, qu'est-ce qu'il était ? Un extraterrestre ? Un démon ? Purée, mais est-ce que je m'entendais ? Je parlais comme un des membres des Lone Gunmen. Sauf que ils sont fictifs. Et moi, je suis dans la réalité. Une réalité dingue, mais malheureusement concrète. N'en déplaise aux grandes pontes du bureau ovale. Mais j'arrêtais de me torturer l'esprit avec mes interrogations mystiques, car on arrivait à la morgue. J'avais du mal à croire que j'étais là pour reconnaître son corps. Elle qui avait toujours le sourire aux lèvres, toujours prête à rendre service. Parfois même un peu trop, me direz-vous. Mais c'était sa nature. La séduction, ça faisait partie de son mode de vie.
D'ailleurs, à y réfléchir, je crois que j'étais le seul qu'elle n'avait pas tenté de mettre dans ses filets. C'est un peu vexant quelque part. Ou alors, c'est qu'elle m'estimait plus qu'elle ne voulait le dire, et qu'elle me considérait autrement qu'un simple coup d'un soir. Je ne le saurais sans doute jamais. Gary m'appelait pour me signifier qu'elle était prête pour l'identification. Pauvre Hélène. En voyant son corps étendu sur le billard du légiste, je m'en voulais presque de l'avoir entraînée dans cette histoire. J'en avais presque les larmes aux yeux. Une belle fille comme elle ne méritait pas une mort pareille. À la demande du légiste, je hochais la tête pour lui signifier que c'était bien elle. Foutue procédure. Moi qui rêvais d'action en entrant au FBI, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec cette enquête, j'avais été servi. Un peu plus tard, alors que je noyais tout ça dans une bière, gracieusement offerte par Jerry, le légiste, Gary m'appela et me demanda de le rejoindre au commissariat dès que je me sentirais d'attaque à parler. Il avait des trucs à me dire, concernant Hélène. Concernant la vraie raison pour laquelle le dévoreur l'avait pris pour cible. La vraie raison? Alors, c'était pas son amour obsessionnel pour la junte masculine? Quelque part, ça me rassurait. Le dévoreur n'avait pas failli à sa réputation de justicier de mort. En même temps, je m'interrogeais. Qu'est-ce qui, dans la vie d'Hélène, avait pu pousser le dévoreur à la considérer comme un cœur noir, selon les mots employés par Gary pour désigner ceux et celles qu'il prenait pour cible? Rongé par une curiosité qu'on pourrait prendre pour malsaine, je balançai ma bière entamée dans une poubelle et je demandai à Gary de m'attendre. Je venais avec lui tout de suite. Une fois au commissariat, Gary m'entraîna dans son bureau, après avoir pris soin de fermer la porte avec précaution, et tirant les lamelles du store vénitien de la même manière. Apparemment, ça avait l'air grave pour qu'il ne veuille que moi seul soit au courant. Il me montra un visage sur l'écran que je ne connaissais pas. Celui d'une jeune junkie recherchée pour le meurtre de ses parents. Il y avait 12 ans de ça. Une junkie qui avait les mêmes empreintes digitales qu'Hélène. Je regardais Gary avec des yeux grands ouverts, comme pour lui demander s'il se foutait de ma gueule. Et Hélène, une junkie, une meurtrière, impossible. Le FBI aurait fait le rapprochement, comme Gary venait de le faire. Gary me dit qu'il n'avait pas comparé ses empreintes avec celles du FBI, celles venant de son dossier, qui avait clairement été trafiquées par le gars chargé de l'enregistrement. Un petit jeune sans histoire à première vue. Sauf qu'une semaine avant l'entrée d'Hélène de manière officielle au FBI, les empreintes de cette dernière figuraient déjà dans le fichier. Curieux pour quelqu'un qui n'avait pas encore pris ses fonctions. Gary avait fait quelques recherches, parce qu'il voulait en savoir plus. Il avait découvert que le petit jeune était le frère d'un repris de justice, junkie lui aussi. Et pour être pris au FBI, en bon hacker qu'il était, il avait changé son identité de manière virtuelle, pour ne pas qu'on fasse le rapprochement avec son frère. Le problème, c'était que ce fameux frère était une connaissance de la junkie, qui s'appelait Sylvia à l'époque. Et le grand frère avait fait des confidences sur l'oreiller à Sylvia concernant son petit frère qui venait d'entrer au FBI, et qu'il avait renié, lui, son grand frère. Il avait eu du mal à accepter. Sylvia lui avait fait croire qu'elle savait comment lui rappeler les lois de la famille. Le grand frère avait fourni des preuves de la vraie identité de son jeune frère, ainsi que ses habitudes de vie, ses fréquentations aussi. Il était gay. Et à l'époque, être gay, c'était pas trop bien vu. Encore plus au FBI. Il allait dans des boîtes spéciales. Sylvia l'a approché et lui a dit que s'il ne voulait pas que le FBI apprenne son secret, il devait faire en sorte qu'elle puisse entrer au FBI, elle aussi. Pour la petite histoire, elle avait fait changer son visage par un plasticien peu regardant sur les antécédents meurtriers de ses clients, 10 mois auparavant. Elle était devenue Sylvia. Son vrai nom, celui de sa vie de junkie, c'était Alma. Alma Dreifuhr. Je connaissais ce nom. Ça avait fait grand bruit à l'époque. Ses parents avaient été massacrés. Plusieurs coups de couteau. Le père avait presque été décapité. Une action faite vraisemblablement sous l'effet de la drogue. C'était pas possible qu'Hélène et elle soient la même personne. Gary continua de m'exposer les faits. Une fois acquis sa nouvelle identité, celle que je connaissais, elle avait passé le concours pour être agent au sein du FBI. Et grâce au talent de hacker du complice obligé, ses empreintes trafiquées digitalement, tout s'était passé comme sur des roulettes, comme on dit. Et elle était devenue Hélène Bronners, ma collègue. Le plasticien qui avait refait le visage d'Alma, alias Sylvia, alias Hélène, avait la manie de noter ses contrats spéciaux sur un carnet. Carnet qui avait été découvert lors d'une descente de police,
et où étaient relatées les nouvelles identités de ses clients. Une sorte d'assurance sans doute pour le chirurgien de l'ombre. Bon, ça raccordait Alma à Sylvia. Mais pour Hélène, Gary continua. Il y a eu une rixe un jour dans la boîte gay que continue à fréquenter Hélène. Sans doute pour mettre la pression sur le jeune hacker agent du FBI. Ses empreintes digitales ont été relevées. Les mêmes qu'Alma. Sauf qu'à l'époque, personne ne pouvait soupçonner qu'Hélène, Sylvia et Alma étaient une seule et même personne. Et puis, Hélène était à la bonne avec le gars chargé du recrutement des jeunes agents. On entendait par là qu'ils devaient faire des galipettes ensemble. Alors, en apprenant l'histoire de la bagarre, il a caché le truc, pour pas qu'elle ait des soucis pour son embauche. Je regardais Gary. Je n'en revenais toujours pas de tout ça. Un vrai travail de pro qu'il avait fait, le Gary. Et il était seulement shérif. Quant à Hélène, j'étais sous le choc. Pas étonnant que le dévoreur s'en soit pris à elle. Et là, Gary me fit une deuxième surprise. Il avait obtenu un rendez-vous pour converser avec une des victimes du dévoreur, enfermée au centre psychiatrique du comté, à une dizaine de kilomètres de là. Peut-être que parler avec lui m'en apprendrait davantage sur le dévoreur. Si Gary avait été une femme, je l'aurais embrassé pour la peine. Je lui demandai pour quand était le rendez-vous. Il souriait et regardait sa montre, avant de m'indiquer que c'était dans une demi-heure. Alors qu'il ne fallait pas traîner, il fallait partir tout de suite. Il allait m'accompagner. Sur le chemin, je repensais à ce que je venais d'apprendre sur Hélène, au dévoreur que je continuais de voir par flash dans ma tête, en faisant mine de rien, pour pas inquiéter Gary. En même pas 24 heures, ma vie était passée du calme plat au cauchemar le plus total. Les apparences sont trompeuses, dit-on, mais quand ça atteint ce point-là, il y a de quoi vous déstabiliser à vie. On arrivait au centre. Un bâtiment immense. On aurait presque dit une succursale de Fornox avec du blanc à la place. Il y avait même un service de sécurité. C'était impressionnant. Difficile d'imaginer qu'on était dans une petite bourgade de l'Amérique profonde et pas en plein cœur d'une série TV. On entrait au sein du château fort médical, marchant dans des couloirs interminables, jusqu'à un bureau où le nom du médecin était indiqué en lettres capitales, d'un noir bien voyant. Dr Gustavo Hernandez. Ça sonnait clairement hispanique, pas de doute là-dessus. Plus que Gary. En même temps, lui, il est né aux USA, et puis je ne connaissais pas son nom de famille non plus. Hernandez nous expliqua brièvement que l'homme qu'on allait voir était très fragile psychologiquement parlant, et qu'on devait faire attention aux paroles dites pour ne pas le brusquer et aggraver son état. Gary et moi, on acquiesçait pour donner notre approbation. À ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais les flashs augmentèrent. Est-ce que c'était la proximité de l'autre victime ? J'avais de plus en plus de mal à cacher ma douleur à Gary. C'était comme si les images étaient accompagnées d'un marteau-piqueur, me martelant le cerveau en continu. C'était vraiment horrible. Je ne savais pas combien de temps je tiendrais avant que Gary s'en aperçoive. Puis Hernandez nous fit entrer dans une petite salle réservée pour les entretiens. La victime, qui répondait au nom d'Hector, était assise sur une chaise, les bras le long du corps, se balançant sans cesse, positionnée devant une table d'un blanc aussi éclatant que les murs. Hernandez prit congé, en mentionnant que s'il y avait le moindre problème, on n'aurait qu'à actionner une petite sonnette près de la porte. La sécurité interviendrait. Il ferma la porte, et on se retrouva seul avec Hector. Je commençais à lui demander s'il savait qui était le dévoreur. Pas de réponse. Hector continuait à se balancer, comme si on n'était pas là. Gary et moi, on lui posa d'autres questions, mais à chaque fois, on avait l'impression de parler au mur. C'était déconcertant. J'avais l'impression d'avoir perdu mon temps. Pour Gary, qui pensait que je trouverais des réponses, son visage affichait une désillusion encore plus grande. On continua malgré tout à lui poser d'autres questions, pendant que moi, je tentais de résister aux douleurs dans ma tête, et ces visions du dévoreur de plus en plus claires. J'avais l'impression que c'était Hector qui provoquait ça, inconsciemment. Et puis, d'un coup, alors que Gary poursuivait de poser des questions, la douleur est devenue proprement insupportable. Les visions plus nettes. Je voyais le dévoreur, mais pas seulement. Il y avait une sorte de grotte, remplie de pierres luminescentes, de couleur violette parsemant les contours. Je voyais les yeux du dévoreur de plus en plus près, comme s'il essayait de rentrer dans mon corps, dans ma tête. Je n'en pouvais plus. Je tombais de ma chaise en me tenant le crâne, criant comme une bête qu'on conduit à l'abattoir. Je me recroquevillais au sol, pensant atténuer la douleur, tel un nouveau-né venant de naître,
adoptant la position fœtale. Gary, affolé, tenta de me relever, me demandant ce qui m'arrivait. Si je voyais le dévoreur. Après, tout s'est enchaîné très vite. Je sais pas si c'est le fait de me voir par terre ou que Gary a évoqué le fait de voir le dévoreur dans ma tête, mais Hector cessa soudain de se balancer. Il se leva, se mit à crier comme un cochon qu'on égorge, s'approchant de moi, s'éloignant, revenant, se rapprochant à nouveau, comme un rituel incompréhensible. Puis il proféra des phrases du type « Vous l'avez ramené, il fallait pas le dévoreur, je veux pas !» Il commença à se taper la tête contre les murs. Gary essaya de le calmer, mais Hector, malgré son allure fébrile, était sacrément costaud. Il fit basculer Gary sur le sol, comme si c'était un simple crayon. Et il continua à déblatérer des phrases de plus en plus incompréhensibles, pendant que mes douleurs s'accentuaient encore plus. Finalement, Gary se releva et appuya sur la sonnette. Au bout de quelques minutes, 2 malabars en blouse blanche débarquèrent, prirent le Hector à bras-le-corps et le firent sortir de la pièce. Plus tard, alors que mes douleurs semblaient s'atténuer, Gary me releva, l'air abattu. On aurait dit un chien à qui on venait de prendre son os. Il me prit par la taille pour m'aider à marcher. Tellement je semblais avoir pris un coup de vieux, mes jambes ayant du mal à me soutenir. Hernandez vint juste après, l'air pas vraiment content, nous disant qu'il ne voulait plus qu'on revienne ici, qu'il nous avait prévenus de la sensibilité psychique d'Hector. Gary et moi, on n'a rien dit, se contentant de hocher la tête, tout en se dirigeant vers la sortie, arpentant à nouveau les longs couloirs immaculés. Une fois revenus à la voiture, les douleurs s'arrêtèrent net, comme si elles n'avaient jamais été là. Il semblait évident que le dévoreur n'avait pas apprécié cette petite visite à une de ses anciennes victimes et venait de me le faire savoir. Gary garda le silence tout du long du chemin qui nous ramenait au commissariat. Il me donnait l'impression d'avoir fait une bourde et qu'il ne se le pardonnait pas. Et moi, je n'osais rien lui dire. À dire vrai, je me remettais à peine de mon expérience au sein du centre psychiatrique. Alors, on est resté comme ça, en chien de faïence, l'un n'osant pas entamer la conversation sur ce qui venait de se passer. On arriva au commissariat. Et là, un des adjoints nous attendait, arborant un gros sourire, comme s'il venait de trouver un trésor. Il nous expliqua qu'il venait de trouver un nouvel indice sur la voiture rapatriée des gamines braqueuses. Quelque chose qui leur avait échappé sur les précédents véhicules. Sans doute parce que leur taille ne permettait pas de reconnaître leur nature. Attirés et curieux, Gary et moi, on se dirigea vers l'entrepôt où se trouvait la voiture qu'on avait fouillée. Et Hélène et moi. Là, les enquêteurs nous montrèrent un éclat de pierre, un morceau d'améthyste. Il était dans un des pneus. Le visage de Gary passa du blême au lumineux. Il me prit par le bras et m'entraîna vers son bureau, me montrant une carte placardée sur le mur. Il me dit alors qu'il y avait un seul endroit dans la région où on trouvait des améthystes. Une grotte qui se situait à environ 1 ou 2 kilomètres de l'endroit où les gamines avaient été attaquées, juste après la butte située en hauteur, là où Hélène avait rencontré le dévoreur. Tout se recoupait. Et c'était pas tout. La grotte que j'avais entreaperçue dans mes flashs, ce devait être la même. Il était évident que le dévoreur se servait de ces éclats d'améthyste pour crever les pneus de ceux qui empruntaient la route. C'est là qu'il était. C'était son antre. Sans réfléchir, je demandai à Gary de m'indiquer le chemin pour se rendre à la grotte. Il fallait faire vite. On commençait à se rapprocher du milieu de l'après-midi. Gary voulut former une patrouille, mais je l'en empêchai, arguant du fait qu'on allait là-bas en reconnaissance, pas pour l'attraper. Pour capturer une proie, il faut d'abord étudier son lieu de vie, ses habitudes. La grotte nous en apprendrait beaucoup là-dessus. C'était primordial pour savoir à quoi on avait affaire, et surtout découvrir ses points faibles, et espérer en finir avec cette légende. Bien que réticent au départ, Gary finit par se rallier à mon plan, et on partit pour la grotte. Mais j'allais vite regretter mon choix. Il ne fallut pas longtemps à Gary pour rallier la grotte, tout excité de la possibilité de tenir enfin la preuve de l'existence du dévoreur. Un vrai gosse à qui on a promis le jouet qu'il attendait depuis des mois, et que ce jour est enfin arrivé. Comment l'en blâmer? Des années qu'il cherchait à avoir cette preuve pour montrer qu'il n'était pas fou. Cependant, plus on se rapprochait de la grotte, plus mes douleurs dues au flash commençaient à s'intensifier. Comme quand on avait été voir Hector. Mais là encore, je tentais de cacher mon mal. Ça n'a pas marché cette fois. Car il voyait bien que je me retenais de crier ou de me tordre de douleur. Et il essayait de me rassurer, jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse grotte.
Une vraie bouche de l'enfer, immense, parsemée de fougères sur ses flancs extérieurs. Et l'intérieur, de là où on était, montrait un noir profond, opaque, digne d'un film d'horreur. Je me sentais comme l'un des protagonistes du film The Descent, à la différence près qu'on savait ce qu'on cherchait, mais qu'on ne voulait surtout pas attirer son attention. Inconscient qu'on était, on n'a pas imaginé une seconde que le dévoreur nous avait entendu ou senti, ou quoi que ce soit d'autre. En y repensant, je soupçonne que mes flashs devaient avoir un effet réciproque. Si moi je voyais le dévoreur, lui devait me voir aussi. Aujourd'hui, avec le recul, et sachant ce qui m'est arrivé par la suite, j'en ai acquis la certitude. Du coup, en s'avançant, on a manqué de prudence, et Gary en a payé le prix. Le dévoreur de cœur apparut comme un diable derrière nous, et avant que je puisse faire quoi que ce soit, sa main monstrueuse avait déjà traversé son corps, extirpant presque immédiatement son cœur battant, brisant plusieurs côtes au passage. Je n'oublierai jamais l'expression de Gary à ce moment, juste avant que son corps ne s'abatte au sol. Ni les paroles du dévoreur juste après, qui me fit l'effet d'un choc, me disant qu'il était désolé pour mon ami, que ce serait la première fois de sa vie qu'il avait tué un innocent, et qu'il allait en payer le prix. Mais que ça n'avait plus d'importance puisque j'étais là maintenant. Qu'il était heureux que j'eusse compris ses appels. Ses appels? Tous ces flashs étaient des messages. Je n'eus pas le loisir de réfléchir plus à ce moment, car je m'évanouis presque aussitôt. Je me réveillai près de 2 heures plus tard. Je me trouvais dans un endroit vraisemblablement en plein cœur de la grotte. Tout autour, il y avait ces fameux améthystes, créant une source de lumière à cause des rayons du soleil entrant par un orifice situé plus en hauteur. Il y avait des protubérances étranges sur les parois, comme des sortes d'étagères taillées à même la roche. Et dessus, on voyait des sortes de vestiges d'origine organique à première vue. Des griffes, des morceaux de chair putréfiés, des poils, des yeux, et même ce qui ressemblait à des mains, ou plutôt des pattes, car ça n'avait rien d'humain. Un vrai musée des horreurs. Il y avait aussi une sorte d'autel en pierre rempli de baies, de fruits, et une sorte de bol où se trouvait de l'eau, ou de pluie vraisemblablement, recueillie par le biais de l'orifice du haut. J'étais dans la tanière de la bête, la tanière du dévoreur. Et puis, il arriva, sortant de la pénombre. Je remarquai quelque chose. Il boitait. Plus il s'avançait dans la lumière créée par les améthystes, plus je pouvais détailler ce qui en était la cause. Une profonde blessure qui partait du thorax jusqu'à la cuisse, montrant de la chair pourrie en abondance et une sorte de liquide noir et bleu qui coulait le long de la jambe droite. Voyant que j'observais sa blessure, le dévoreur s'adressa à moi, dans une voix gutturale, effrayante, comme venant d'outre-tombe. Il s'excusa pour la voix, mais son état physique ne lui permettait plus de la moduler et de lui donner un son moins agressif. Il s'asseyait en face de moi, me tendant un bol de fruits. Était-ce le même monstre qui avait arraché le cœur de Gary qui était en face de moi? Comme pour répondre à ma question, la créature continua avec sa voix qui me glaçait le sang à chaque parole qui sortait de sa gueule. Le dévoreur renouvela ses excuses pour Gary. Et pour l'heure, l'important c'était moi, et personne d'autre. J'étais la solution à son état, sa délivrance. Voyant que je ne comprenais pas, il se lança dans un long monologue, expliquant ses origines, sa race, son rôle, les différentes créatures qui ont constitué son espèce, et leur manière de perpétuer leur descendance. Comme je l'avais vu, ils n'ont pas de système reproducteur. Ils ne peuvent que transmettre leur pouvoir, leur énergie vitale à celui qu'ils ont choisi pour lui succéder dans sa tâche. Il insista beaucoup sur celle-ci, sur son importance pour l'équilibre du monde tel que je le connaissais. La race des dévoreurs ne devait pas disparaître, sous peine de faire plonger l'humanité dans le chaos. Elle existait depuis le commencement des temps, constituée de centaines d'autres à travers la planète, chargée de réguler la frontière entre le bien et le mal. Il nous expliqua aussi de quelle manière sa race s'éteignit petit à petit, à cause de la gourmandise de certains, attirant l'attention sur leur existence, faisant d'eux des cibles pour les humains, inconscients qu'en faisant cela, ils creusaient leur propre tombe. Il était le dernier représentant. Auparavant, ses ancêtres transmettaient leur pouvoir à des animaux moins propices à la haine, au désir de possession, tuant uniquement pour se nourrir ou survivre, sans le moindre plaisir. Mais au fil du temps, la race s'amenuisant, ses prédécesseurs ont transmis leur pouvoir à des humains. Tel que je le voyais, le dévoreur était humain, comme moi,
avant qu'il fasse la rencontre de son mentor. Il lui expliqua ce qu'il venait de me dire. Comme lui aujourd'hui, il était mourant quand il le choisit comme successeur. Un cœur pur, dénué de toute mauvaise action volontaire. Comme moi. Les visions sont propres au cœur pur. Si certaines personnes ont échappé à son action, ces visions le ramènent à lui, ou les mènent à la folie. Seuls ceux qui acceptent et peuvent supporter ces visions peuvent trouver le chemin les menant au jour de la transmission. Ici, dans cet antre. S'ils refusent de venir, leur cerveau finit par éclater après avoir sombré. Tel est le sort des successeurs n'acceptant pas d'avoir été choisis. Et si parmi ceux-ci figurent des cœurs noirs ayant aussi trouvé la fuite, le même sort les attend, de manière beaucoup plus rapide, en quelques jours seulement. Il avait été blessé il y avait 3 ans de cela, et les balles reçues avaient fait plus de dégâts qu'il l'aurait cru, agissant comme un poison lent mais inéluctable. Il devait trouver un successeur à son tour, et ma présence signifiait qu'il l'avait trouvé. Il s'arrêta de parler, comme s'il attendait ma réponse. Il attendait que j'accepte de devenir le nouveau dévoreur de cœur. Bien que l'idée me révulsât de prime abord, quelque chose en moi me disait qu'en tant que fervent protecteur de la justice, je ne pouvais refuser. Et même si je ne savais pas si je devais croire tout ce que le dévoreur m'avait dit, je ne pouvais prendre le risque de faire s'installer le chaos sur Terre, par lâcheté, par crainte, ou par respect de convictions qui n'avaient plus lieu d'être. Ai-je pris la bonne décision ? Je ne saurais pas le dire. Mais j'ai accepté de devenir le nouveau dévoreur. J'ai pu cerner alors un semblant de rictus qui m'apparut comme un sourire de satisfaction. Il me demanda de laisser mes yeux ouverts et d'ouvrir ma bouche. Puis il ouvrit grand sa gueule, plongeant son regard dans mes yeux, alors qu'une lumière vive sortait de sa gueule pour entrer dans ma gorge. Je ressentis toute la puissance de son énergie vitale se déverser en moi, transformant chaque particule qui composait mon être, modelant mes muscles, mes os, mes mains, mes bras, mon cou, ma tête, jusqu'à devenir lui. Après ma transformation, je rouvris mes nouveaux yeux et vis son corps à mes pieds, un corps humain, tel qu'il me l'avait confié. Mon instinct, et sans doute la mémoire des prédécesseurs ayant habité ce corps, me montra l'endroit où tous les autres dévoreurs reposaient, dans un recoin de la grotte. Puis je revins vers l'extrémité de cette grotte. Le soir était tombé, et déjà je sentais une odeur qui allait devenir familière pour moi. Une odeur de mort, une odeur de pourriture, une odeur d'actes mauvais, l'odeur d'un cœur noir qui s'apprêtait à emprunter la route du péché. Alors je me dirigeai vers celle-ci, pour faire ma première action en tant que dévoreur, et embrasser mon destin. Il s'était passé 10 ans depuis que Ryan était devenu le nouveau dévoreur de cœur de la route du péché. 10 ans durant lesquels il s'était évertué à consolider la légende de la créature qu'il incarnait, et surtout son rôle. Pendant cette période, d'autres souvenirs de la mémoire de son prédécesseur lui étaient parvenus par bribes successives, comme les pages d'un carnet de notes qui apparaissent comme par magie, alors qu'on n'a jamais rien écrit dessus. Il en découvrait chaque jour un peu plus sur cette race particulière, existant pour donner un équilibre au monde. Un équilibre qui risquait d'être mis à mal par l'apparition d'autres créatures sévissant depuis quelques années sur le territoire américain. Personne ne sait encore vraiment comment elles sont parvenues à prendre une telle ampleur sur le territoire, étendant leur race toujours plus loin au fil des années, semant terreur et désespoir sur leur chemin, asservissant les humains, contrôlant des villes entières sans que rien, pas même les autorités compétentes, ne puissent rien y faire. Il avait appris ce qu'étaient ces créatures. Des sirènes mangeuses de chair, dirigées par une certaine Christa. Celle-ci semble être sur le point de créer de toutes pièces un véritable empire, mettant en place des usines où les humains étaient parqués, servant de nourriture ou de reproducteurs pour permettre à leur race de s'amplifier. Cela faisait déjà un moment que Washington avait lancé des opérations d'envergure contre elles, contre ces créatures, ces sirènes et ces tritons qui constituaient la menace numéro 1 du territoire. Mais à chaque fois qu'une base envoyait des appareils de mort pour les détruire, ou au moins les empêcher d'avancer plus, celles-ci parvenaient à déjouer toute leur stratégie, plaçant des pièges pour stopper les tanks,
se servant de leur intelligence pour élaborer des traquenards de plus en plus complexes. La faute à une intelligentsia militaire persuadée de pouvoir les maîtriser. Et ne voyant pas le danger, la menace que ces créatures représentaient, pendant qu'elles continuaient inexorablement les massacres. Démembrant, croquant les chairs, annihilant toute vie, se servant de la technologie humaine pour parer aux attaques aériennes, en prenant possession des bases militaires aux dirigeants tellement arrogants et orgueilleux qu'à aucun moment ils n'ont imaginé qu'ils pouvaient perdre face à elles. Face à leur rapidité, leur plan de combat, leur férocité sans commune mesure. À chaque base, chaque point stratégique tombant sous leur emprise, elles apprenaient toujours plus pour contre-attaquer et avancer sur le territoire américain. À l'heure où cette histoire commence, près de 20% du territoire américain est déjà tombé entre leurs mains. Grâce au centre de reproduction, leur nombre croît chaque jour. Et il devenait évident que cela allait en grandissant. D'ici quelques années, la moitié des USA leur appartiendrait. C'est pourquoi les plus pessimistes avaient pris les devants en lançant d'immenses chantiers à l'ouest du pays, construisant de gigantesques murs, des forteresses impénétrables où pourraient se positionner des avant-postes militaires, pour protéger les villes et territoires se trouvant derrière cette véritable frontière en devenir, contre cette race de créatures contre laquelle ils ne trouvaient pas de faille. Elles en avaient bien, mais pour avoir réagi trop tard, les humains s'étaient piégés eux-mêmes en permettant aux sirènes aux tritons de devenir chaque jour plus puissants, en s'emparant des armes et technologies des bases, centres et villes qui tombaient sous leurs joues. Pour l'instant, la région où sévissait Ryan avait encore été épargnée, mais cela lui importait peu. Son rôle se limitait à établir un équilibre entre les humains, à tuer ceux portant un cœur noir se risquant sur la route du péché. Sa race n'était pas concernée par les agissements de ces créatures venues de l'océan. D'ailleurs, Ryan considérait même l'invasion des sirènes comme un complément à son rôle. Leurs actions permettaient d'étendre la destruction des cœurs noirs humains bien au-delà de la zone où ils se trouvaient. L'équilibre voulu par ses ancêtres s'en trouvait donc avantagé. Bien sûr, des innocents périssaient aussi, mais nombre de ses aïeux n'avaient guère été plus complaisants en ce sens, tuant eux aussi des personnes qui n'auraient jamais dû être l'objet de leur chasse. C'était à une époque où les membres de sa race étaient plus nombreuses, disséminés sur toute la planète. Une époque où il était plus facile d'agir et d'établir un vrai équilibre. Un équilibre forcé, voulu par les premiers représentants de sa race à une époque où l'homme n'était encore qu'une bête sauvage, vivant en clan, se cachant dans des cavernes pour échapper aux bêtes féroces, les tuant sans vergogne pour se nourrir. Une époque où débuta l'histoire des dévoreurs de cœurs. La naissance de leur rôle tel qu'il est suivi par Ryan aujourd'hui. Celui-ci observait en silence l'intérieur de sa caverne, ses reliques qui avaient augmenté depuis qu'il avait reçu ce pouvoir qui coulait en lui. Il revoyait en lui, comme s'il les avait vécus lui-même, l'arrivée de ses ancêtres sur Terre. Car oui, la race des dévoreurs, à l'origine, n'est pas de ce monde. C'étaient des chasseurs venus d'une autre planète. En quête de proie, ils parcouraient les galaxies afin de satisfaire leur instinct de prédateur d'un autre monde. C'est de cette manière qu'ils ont découvert la Terre. Au départ, elle ne devait être qu'une étape dans leur périple. Mais un imprévu a changé la donne, et les a obligés à séjourner plus que prévu sur cette planète. Une simple météorite ayant fait dévier leur vaisseau en le frappant de plein fouet, obligeant l'équipage fort de ses 40 membres à s'écraser sur Terre. Fort heureusement pour eux, cet atterrissage forcé n'avait pas eu de conséquences pour eux étant de nature robuste, capable de résister aux chocs les plus éprouvants. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Les autochtones, les premiers homo sapiens de l'époque, en les voyant sortir de leur vaisseau en miettes, les prirent immédiatement pour des dieux, et leur voirent ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme les prémices d'un culte. Un culte qui exigeait des sacrifices pour nourrir leur dieu, dont le mets de prédilection était le cœur. Afin de ne pas s'attirer la colère de ces dieux, les premiers hommes pratiquaient donc régulièrement le sacrifice d'un des leurs, en leur offrant son cœur, en guise de remerciement de les protéger des dangers tout autour. Mais bientôt, le clan dut se rendre à l'évidence qu'à force de nourrir leur bienfaiteur, ils finiraient par enclencher la disparition totale de leur clan. Alors,
des premières chasses de membres d'autres clans furent mises en place pour continuer à profiter de la protection de leur dieu, à qui ils donnèrent, dans leur forme de dialecte abrupt, le nom de dévoreurs de cœur, du fait de leur plat nécessaire à leur existence. Comme vous pouvez vous en douter, ces chasses n'étaient guère appréciées par les autres clans, qui voyaient d'un mauvais œil de servir d'objet de sacrifice aux dévoreurs. C'est ainsi qu'éclatèrent les premiers conflits entre clans, des guerres même fratricides et sanglantes. Les crânes étaient fracassés, les corps transpercés de lames de fortune fabriquées à partir de pierres tranchantes. Des familles étaient massacrées sous les yeux de leurs enfants, broyant leurs visages sans la moindre pitié, écartelant d'autres, sortant les os de leurs emplacements, s'en servant même comme arme pour tuer d'autres proies. L'un des premiers massacres de l'histoire de l'homme. Les dévoreurs, témoins de ce spectacle barbare et écœurant, même pour eux, dû faire cesser les combats en se positionnant en plein milieu des conflits, montrant leur puissance bien plus grande. Eux aussi durent avoir recours au départ au meurtre sans concession, pour faire valoir leur position d'être supérieurs. Mais ce fut payant. Certains clans s'enfuirent, cessant tout combat. D'autres acceptèrent de s'allier, et un semblant de paix commença à s'installer. Les sacrifices reprirent pour nourrir les dévoreurs, et à plus grande échelle. Ceux-ci devinrent plus gourmands, réclamant toujours plus. Certains hommes avaient des germes de révolte en eux, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas de taille pour résister aux dévoreurs, jusqu'au jour où la position de force des dévoreurs changea. L'un d'entre eux mourut, écrasé par un rocher. À partir de là, les clans comprirent que les dévoreurs n'étaient pas des dieux, qu'ils n'étaient pas immortels, et qu'ils n'étaient donc plus obligés de les servir. Une révolte éclata, et malgré toute leur force, les dévoreurs durent s'enfuir au vu du nombre, devant se cacher comme des animaux. Pendant des années, ils durent se contenter de se nourrir de cœurs d'animaux. C'est là qu'ils s'aperçurent qu'ils pouvaient opérer à une sorte de fusion avec ces derniers. Ces animaux de la terre, très différents des espèces qu'ils connaissaient jusque-là, pouvant transformer leur corps. Plus ils mangeaient de cœurs d'une même race d'animal, plus ils pouvaient prendre une partie de leur forme, devenant une sorte de mix entre leur forme originale et celle de leur proie. Cela leur permit d'échapper plus facilement aux hommes qu'ils voyaient évoluer peu à peu, mais conscients que leur arrivée sur Terre avait changé leur mode de vie, leur relation entre eux. Les premiers hommes qu'ils avaient rencontrés se contentaient de leur territoire, sans chercher à aller vers les autres. L'arrivée des dévoreurs avait modifié cela. À cause des dévoreurs, l'homme découvrit qu'il pouvait tuer autre chose que des animaux pour se nourrir, se vêtir ou fabriquer des armes pour la chasse. Il découvrit qu'il pouvait avoir du plaisir à tuer d'autres hommes. Un sentiment qui évolua encore au cours des siècles, transformant l'homme de manière irrémédiable. Les dévoreurs, conscients de cela, en ressentirent une honte. Ils se rendirent compte qu'ils avaient perturbé un écosystème auquel ils n'appartenaient pas à l'origine. Qu'à cause d'eux, l'homme avait changé du tout au tout. Ils découvrirent peu à peu tout ce dont il était capable. Ils en furent horrifiés. Ils n'étaient que des chasseurs au départ, passant de planète en planète pour traquer des animaux dépourvus d'intelligence. D'ailleurs, c'était par hasard qu'ils en étaient venus à manger des cœurs humains. Au départ, ils se contentaient des cœurs d'animaux autour du territoire du vaisseau où ils s'étaient écrasés. En rencontrant les hommes qui les avaient vus se nourrir de cœurs, ceux-ci avaient décidé de leur offrir des cœurs humains. Et les dévoreurs s'étaient rendus compte que ceux-ci étaient bien meilleurs que ceux des animaux dont ils se satisfaisaient jusqu'à présent. Tout avait débuté de cette manière. Ce qui suivit échappa à leur contrôle. Grâce à leur nouvelle forme, les dévoreurs observèrent en silence ce qu'ils avaient provoqué malgré eux chez les hommes. Cette haine, cette colère, cette rancœur qui emplissait nombre d'entre eux. Ils n'étaient pas tous ainsi, mais les dévoreurs sentirent qu'ils devaient réparer leur faute. C'est ainsi que leur vint l'idée d'éliminer les humains porteurs de cœurs tellement noirs de cette haine, de cette méchanceté, dont ils étaient plus ou moins les créateurs, afin d'apporter un équilibre à ce monde qu'ils avaient déstabilisé.
afin d'avoir un rôle à ce monde dont ils étaient des étrangers. Ils découvrirent aussi qu'ils pouvaient transmettre leur pouvoir, qu'ils pouvaient semer des graines à l'intérieur d'animaux robustes. Celles-ci grandissaient dans leur corps, modifiant l'ADN de leur hôte, pour en faire un nouveau dévoreur de diverses formes. Cela leur prit plusieurs années, mais ils créèrent ainsi des dizaines de dévoreurs. Ils se dispersèrent à travers le globe, chacun d'eux repérant les cœurs trop noirs des humains d'instinct, comme s'ils ressentaient leurs pulsations particulières, comme s'ils les sentaient. Il y avait malgré tout une faille à leur méthode de transmission de pouvoir. Seuls les dévoreurs originaux étaient capables de créer de nouveaux dévoreurs. Ceux qui étaient nés de ces créations ne pouvaient que transmettre leur pouvoir. Au fur et à mesure des siècles, les hommes découvrirent l'existence des dévoreurs, ceux-là même à qui ils devaient d'être les hommes qu'ils étaient devenus. Une race belliqueuse, mesquine, avide de pouvoir entre eux. Et ils se mirent à les chasser. À l'issue du XVIIIe siècle, tous les dévoreurs originels avaient été tués. Il ne restait que ceux qu'ils avaient créés. Ceux qui ne pouvaient que transmettre leur pouvoir, sans pouvoir donner naissance à d'autres de leur race. Les chasses des humains envers les dévoreurs s'amplifièrent, considérant comme des sortes de démons, créés par des sorcières, que l'Église leur demandait d'exterminer pour ne pas être damnés. Même après la fin de l'époque de la chasse aux sorcières, les traques contre les dévoreurs, dont le nombre ne cessait de décroître au fur et à mesure des années, continuèrent. Certains dévoreurs prirent des formes diverses au cours des siècles, mettant en place des légendes, les fameux cryptides. Yeti, Bigfoot ou créatures assimilées étaient des dévoreurs. Ceux-ci furent peu à peu tués, pas forcément par les humains, mais par la nature. Éboulements, tremblements de terre, glissements de terrain eurent raison de ces créatures à l'origine de la nature de l'homme. S'il existe encore certains de ces cryptides à travers le monde, ce sont d'anciens dévoreurs, qui à force d'être obligés de s'isoler pour éviter d'être chassés, de ne plus pouvoir dévorer de cœurs humains, en vinrent à oublier ce qu'ils étaient, leur rôle, leur nature, leur origine véritable. Ceux qui parvinrent à subsister continuèrent à assurer ce qu'ils considéraient comme leur rôle primordial pour apporter l'équilibre à ce monde qu'ils avaient modifié, jusqu'à mourir à leur tour sans avoir pu transmettre leur pouvoir. Certains d'entre eux, au fil des années, se rendirent compte qu'ils pouvaient transmettre leur pouvoir à des humains au cœur pur de toute faute véritable, comme le prédécesseur de Ryan. Celui-là même qui avait fait de lui le nouveau dévoreur de ce siècle, le dernier de sa race existant sur Terre, si on fait l'exception des cryptides ayant oublié ce qu'ils étaient. Après avoir repensé à ses souvenirs d'un autre âge, Ryan sortit de la caverne. Il avait senti un cœur noir. Il était temps pour lui de faire honneur à la légende de nouveau et débarrasser la terre de celui-ci. Cependant, quelque chose lui semblait curieux. Ce cœur noir était tout près, comme s'il se trouvait extrêmement proche. Trop proche. Il le sentait derrière lui. Comment cela était-il possible? Serait-il dans sa caverne? Comment? Pourquoi ne l'avait-il pas ressenti plus tôt? Mais à peine s'était-il retourné pour comprendre qu'il sentit comme une énorme décharge électrique lui traverser tout le corps. Et il s'effondra au sol. Avant de voir ses yeux se fermer, il crut apercevoir une silhouette d'un être humain s'approcher doucement de lui. Puis ce fut le trou noir. Quand il se réveilla, il était attaché à un rocher, dans sa propre caverne. Et devant lui se tenait un homme, assis sur un rocher, buvant dans un des récipients lui servant pour boire. Enchanté, dévoreur. C'est bien ainsi qu'on t'appelle? Encore un peu sonné, et Ryan demanda. Comment avez-vous fait pour que je ne vous sente pas plus tôt? Je sens votre cœur noir, sans doute un des plus noirs que j'ai pu sentir. J'aurais dû vous repérer depuis des heures. L'homme lui répondit simplement. Ah, ça, c'est très simple en fait. Simple camouflage, en aspergeant mon corps d'un produit particulier. Ce qui t'a empêché de me sentir trop tôt. Pour ça, je dois remercier l'un de tes ancêtres,
qui avait tenu un journal parlé sur un dictaphone, expliquant beaucoup de choses sur votre race, vos aptitudes, votre histoire. Il était très bavard, et il avait mis au point ce stratagème. J'ignore pourquoi. C'est curieux. Peut-être voulait-il protéger quelqu'un, un homme, de ses congénères, qu'importe. Ryan ne comprenait pas ce que cet homme lui voulait. S'il avait voulu le tuer et mettre ainsi fin à la race des dévoreurs, il l'aurait déjà fait. Que voulait-il? Comme pour répondre à cette question, l'homme reprit. Je suppose que tu te demandes pourquoi je ne t'ai pas tué. C'est très simple. J'ai besoin de toi. Ou plutôt, j'ai besoin de tes gènes, ton ADN. Je dois prélever un morceau de ta moelle épinière pour ça. Ça risque d'être très douloureux. D'autant que j'ai un matériel assez sommaire. Mais je dois rester discret. Je ne peux tout de même pas t'emmener dans un hôpital. L'homme souriait à l'issue de cette phrase, avant de reprendre. J'oubliais. Je suis très impoli. Je me présente. Vladimir Ilyuchkin. Comme tu le vois, je suis un scientifique. Mais trêve de bavardage. Passons aux choses sérieuses. Ryan vit Vladimir se lever et ouvrir une sorte de petite mallette où se trouvaient divers instruments, dont une énorme aiguille, du genre à faire peur à n'importe qui. Vladimir s'approcha de lui. Je vais essayer de faire vite, mais comme je t'ai dit, ça va faire assez mal. Désolé pour ça. Vladimir sembla réfléchir, avant de reprendre. Non, je rigole. En fait, je m'en fous que tu souffres. Tout ce qui m'importe, c'est d'avoir ton ADN. Vladimir émit un petit rire sardonique avant d'enfoncer la seringue sur le flanc droit de Ryan, et de relever le piston de celle-ci afin d'en extraire ce qu'il était venu chercher. Ryan avait l'impression de sentir sa vie s'enfuir de son corps. Il avait envie de hurler, mais il ne voulait pas offrir la satisfaction à cet homme de le voir souffrir. Il voyait en mettant sa tête sur le côté la substance de son corps remplir la seringue, petit à petit, augmentant la douleur à chaque graduation atteinte. Au bout de plusieurs minutes, le calvaire cessa enfin. Vladimir semblait satisfait en observant le contenu de la seringue, puis la rangea dans sa mallette, avant de la refermer. Puis il se rapprocha de Ryan, portant avec lui une autre seringue, plus petite. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie avec toi. Tu es une créature fascinante, et j'aurais vraiment aimé t'emmener avec moi pour t'étudier plus en détail. Mais je manque de temps. Et surtout, ça a déjà été très difficile de venir jusqu'ici, sans tomber sur une de ces autres créatures qui envahissent ton pays en ce moment même. Petit à petit. Alors, avec toi, il viendra un jour où j'aurai besoin de revenir dans ce pays pour en apprendre plus sur elle. Mais je sais être patient. Une chose à la fois. Vladimir enfonça la petite aiguille dans le corps de Ryan, qui vit ses yeux se fermer, peu à peu, tout en entendant Vladimir continuer. Tu vas faire une petite sieste. Ça me permettra de partir sans que tu ne puisses rien faire. Une fois endormi, je te détacherai, et tu seras libre de continuer à faire ce que tu as à faire. Peut-être qu'un jour, on se reverra, toi et moi. Mais ce jour-là, ce ne sera pas seulement pour une simple extraction. Tu peux en être certain. Vladimir souriait à nouveau, alors que le produit de l'aiguille avait été entièrement déversé dans le corps de Ryan. Et c'est tout juste s'il entendit celui-ci dire encore quelques mots. Bonne nuit. J'ai hâte qu'un jour on puisse se revoir. J'aurai sans doute pas mal de choses à t'expliquer, sur ton rôle dans toute cette histoire. Et la manière, expliquant que je te connaisse si bien, toi et ta race. Puis, les yeux de Ryan se fermèrent totalement, et il retomba à nouveau dans une sorte de trou noir. À son réveil, Vladimir avait disparu, et il était à nouveau libre de ses mouvements. Il avait du mal à croire qu'il s'était fait berner de cette manière. Et il repensait à l'aura du cœur noir de Vladimir qu'il avait ressenti quand ce dernier procédait à l'extraction d'un morceau de sa moelle épinière. Il avait du mal à croire qu'un cœur aussi noir puisse exister. Mais il se disait qu'il réfléchirait plus tard à ça. Il ressortit de la caverne pour se mettre à l'air frais et respirer à plein poumon, afin d'éliminer totalement l'effet d'engourdissement qu'il ressentait encore quelque peu. Dans le même temps, au commissariat de la ville proche,
Une voiture du FBI se gara devant celui-ci. Une jeune femme en sortit et demanda à voir le shérif chargé du poste. L'agent chargé de l'accueil, une fois vu le badge de la femme, hocha la tête en signe d'acceptation et lui demanda de le suivre. Il la mena à un bureau quelques mètres plus loin, cogna à la porte du bureau et fit entrer la jeune femme, la présenta à son supérieur et referma la porte. Le shérif était plutôt surpris de la visite d'un agent du FBI ici, alors que le pays était en proie à la panique la plus totale. Il lui demanda la raison de sa visite. Celle-ci, d'un air assuré, presque de dédain envers le shérif, demanda à avoir accès à tous les dossiers concernant le dévoreur de cœur, traité par son prédécesseur, et ami de son collègue, qui avait été chargé de l'enquête de cette légende quelques années plus tôt. Un temps l'air renfrogné, acceptant mal l'air hautain de la femme à son encontre, il lui demanda pourquoi le FBI voulait reprendre cette enquête, après ce qui s'était passé la dernière fois, ayant causé la mort de son collègue et du précédent shérif. La femme, qui répondait au nom d'agent Missy Calder, lui indiqua que cela ne le regardait en rien, et que son rôle consistait à obéir à toute demande du FBI, quelle qu'elle soit. Décidément, le shérif commençait à détester de plus en plus cette femme. Mais il n'avait pas le choix que de lui obéir. Et il lui montra l'endroit où tous les anciens dossiers de son prédécesseur concernant cette affaire se trouvaient. Missy passa plusieurs heures à inspecter chaque dossier, chaque document de l'enquête menée par l'ancien shérif et des agents qui avaient été mandatés par le FBI pour résoudre cette affaire, et qui s'était finie par la mort des 3 enquêteurs. Cette simple pensée lui fit verser une petite larme sur le coin de l'œil. L'un des agents, Ryan, était son frère, et le jour où elle avait appris la mort de ce dernier, elle avait cru que sa vie s'était arrêtée. Plutôt, sa disparition, puisque son corps n'avait jamais été retrouvé. Contrairement à celui du shérif, retrouvé sur la route du péché. Pendant toutes ces années, elle avait trimé dur pour obtenir son diplôme d'agent du FBI, avec tout le temps l'idée en tête de comprendre la disparition de son frère. Elle voulait des réponses. Plusieurs fois, elle avait fait la requête de reprendre l'affaire auprès de ses supérieurs, mais ils avaient toujours refusé. Et plus encore actuellement, alors que le pays était en crise, et qu'ils ignoraient le temps que cela prendrait pour s'en sortir. S'il y parvenait. Elle avait bien sûr entendu parler de cette invasion de sirènes et de tritons. Au début, quand les infos ont commencé à en parler, elle avait pris ça pour une mauvaise blague. Mais elle avait vu ensuite les images des massacres. Ces corps dont les têtes étaient arrachées à la main par des créatures de cauchemar. Dire qu'elle adorait quand son frère lui racontait la petite sirène quand elle était gosse. Du coup, comme elle ne pouvait pas avoir l'aval de ses supérieurs, elle avait décidé de passer outre, et de se rendre ici sans le consentement de ces derniers. Elle savait qu'elle risquait de lourdes sanctions pour ça, voire être purement et simplement renvoyée du FBI pour insubordination. Mais peu lui importait. Elle voulait savoir, par tous les moyens. Et puis, un sourire illumina soudain son visage. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Dans un dossier caché. La carte numérique de la région, avec l'emplacement supposé de la grotte du dévoreur de cœur. Quand elle avait cherché à se renseigner sur cette affaire, elle avait bien senti que ça dérangeait. Elle s'était sentie dans la peau d'une version féminine de Fox Mulder. On lui avait juste dit que son frère et le shérif qui l'aidait dans son enquête étaient sur la piste d'une grotte où sévissait cette soi-disant créature. Mais que ça ne devait mener à rien. Mais maintenant qu'elle savait où se trouvait cette grotte, elle sentait qu'elle était près de son but. Elle demanda au shérif de lui adjoindre un coéquipier pour se rendre à la grotte. Au début, le shérif refusa net qu'un de ses hommes poursuive une chimère, qui n'était pas comme celui qui l'avait précédé. Le dévoreur de cœur, lui, il n'y croyait pas. C'était juste un serial killer très organisé et surtout un malade mental de premier ordre. Cependant, Missy insista, rappelant son devoir envers elle de lui fournir toute l'aide qu'elle demandait, sous peine de sanction envers lui, si elle rapportait qu'il avait refusé sa demande.
Le shérif marmonna, puis demanda à un de ses hommes d'accompagner l'agent Calder. Ce dernier, nommé Spike, la suivit, et ensemble ils se rendirent à la fameuse grotte. Pendant le trajet, elle sentait bien que Spike n'arrêtait pas de la dévisager, scrutant son corps de toutes parts, comme si elle n'était qu'un objet. Visiblement, il ne devait pas avoir vu une femme depuis un moment. Elle se retenait de lui dire ce qu'elle pensait de son attitude, alors que celui-ci pensait être discret dans son mode prédateur en quête de proie ajoutée à son tableau de chasse. Mais elle n'eut pas à lui dire quoi que ce soit à ce sujet, car ils étaient arrivés sur place. Ils avancèrent prudemment, tout en observant autour d'eux, scrutant et écoutant le moindre bruit suspect. Ils entrèrent dans la grotte, toujours avec prudence. Mais rien. Aucun bruit ne semblait se faire entendre. S'il y avait une créature qui vivait ici, elle était absente de toute évidence. Rangeant leurs armes, Missy et Spike s'affairèrent à inspecter l'intérieur de la grotte, découvrant les reliques macabres qui y étaient installées, occasionnant un sentiment de dégoût à Spike. Puis, alors que Missy s'était dirigée vers l'autre partie de la grotte, Spike vit une ombre bouger dans un recoin de celle-ci, et une silhouette s'avança peu à peu vers lui. Il demanda à la silhouette de s'arrêter, mais celle-ci n'obéissait pas. Alertée par les cris de Spike, Missy revenait sur ses pas, se dirigeant vers la direction où se trouvait ce dernier. Spike jeta un œil succinct vers Missy, pendant que la silhouette arrivait dans la lumière. Elle se rapprochait toujours plus de Spike, qui était dans une panique totale, en voyant ce qui se trouvait devant lui. Et découvrant que la légende du dévoreur n'était pas un conte pour enfants. Il tira un premier coup de feu, et la peur lui fit manquer sa cible, finissant dans le fond de la grotte. Il tira à nouveau, manquant encore. Ses mains tremblaient tellement qu'il était incapable de viser quoi que ce soit. Missy était arrivée à son niveau, se plaçant devant son coéquipier, totalement paralysé par la peur, tant que la créature n'était plus qu'à quelques mètres devant eux. Soudain, cette dernière s'arrêta net, avant de se mettre à parler. Missy, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Missy semblait ne pas comprendre. Comment cette créature pouvait la connaître ? Missy, c'est moi, Ryan. Tu ne devrais pas être ici. Enfuis-toi. Je ne veux pas te faire de mal. Puis, observant Spike, tremblant comme une feuille, il reprit. Par contre, lui doit mourir. Son cœur me l'impose. Missy eut alors un choc en voyant le regard de la créature. Troublée par les mots de cette dernière, elle sentait que c'était bien Ryan devant elle. Aussi improbable que cela devait être. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle savait, rien que par son regard, que c'était lui. Ryan ? C'est... Mon Dieu, mais c'est impossible. Comment es-tu venu ? Comment es-tu devenu cette chose ? Ce serait trop long à t'expliquer. Tu dois partir et me laisser tuer ton coéquipier. Missy avait les larmes aux yeux, à la fois pour avoir retrouvé son frère, mais aussi pour avoir découvert qu'il était devenu un monstre. Je ne peux pas te laisser faire ça. Laisse-moi t'arrêter et on trouvera une solution. Ryan la suppliait, alors qu'il voyait Missy s'approcher, son arme toujours pointée vers lui. Non, ne me regarde pas. Ne regarde pas mes yeux plus encore. Sinon, tu vas tomber dans la folie. Missy semblait tétanisée, dans l'incompréhension totale. Ryan en profita pour s'éclipser sur le côté, afin de ne pas plonger son regard dans celui de Missy, et assomma celle-ci qui tomba au sol. Ryan s'approcha alors de Spike qui était tombé à genoux, lui demandant de ne pas le tuer. Et pour toute réponse, Ryan s'avança plus encore, et d'un coup, plongea sa main dans le torse de l'agent de police, estrayant son cœur avant de le ressortir, enlevant toute vie de ce dernier, dont la tête s'abaissa sur son corps. Il posa le cœur un instant, avant d'arracher un morceau de tissu de l'uniforme de Spike, afin de s'en servir comme bandeau, qu'il posa sur les yeux de Missy. Quand celle-ci revint à elle, elle était assise au sol, les bras et les jambes attachés, avec un bandeau sur les yeux. Ryan s'adressa à elle. Un jour, je t'expliquerai tout, Missy.
pourquoi je suis devenu le dévoreur de cœurs. Mon rôle est plusieurs autres choses. Mais pour l'instant, tu dois me promettre de ne rien dire de tout ça à quiconque. Spike est mort. Je mettrai son corps sur la route du péché plus tard. Il voyait des larmes sortir de sous le bandeau de sa sœur. Tu dois partir maintenant. Je vais détacher tes liens. Mais tu ne dois surtout pas enlever ton bandeau. Je vais te ramener à la voiture qui t'a emmené ici. Tu me le promets? Missy, pleurant toujours plus, hocha la tête. Ryan défit ses liens, comme promis. Il la fit s'installer au volant de la voiture. Tu as entreaperçu mon regard. Pas suffisamment pour voir la folie s'installer en toi, mais assez pour que nous soyons connectés. Je te promets de te contacter télépathiquement pour tout expliquer dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, tu dois partir. Missy hocha à nouveau la tête, pendant que Ryan lui recommanda d'attendre quelques minutes avant d'enlever son bandeau et partir. Ce qu'elle fit, sans chercher plus à comprendre. Ryan observait dans la pénombre de sa grotte la voiture s'éloigner. Il était heureux et triste à la fois. Plus tard, Missy rejoignit la ville, se dirigeant vers le commissariat. Mais quelque chose lui semblait bizarre. Certes, ce n'était pas une grande ville, mais tout de même, il n'y avait aucune trace de qui que ce soit dehors. Elle se gara et entra dans le commissariat. Et là, elle crut être entrée en enfer. Devant elle, des dizaines de corps gisaient au sol, dans d'immenses flaques de sang. Des bras, des jambes étaient séparés de leur corps, des têtes écrasées. Les sirènes. Les sirènes étaient ici. Sans s'attarder, elle se retourna et voulut courir vers la voiture. Mais elle sentit alors une main traverser sa tête de part en part, projetant ses yeux hors de ses orbites loin devant, tombant sur le sol. Puis la main de Cauchemar relâcha son emprise, laissant tomber le corps de Missy sur le sol, pendant que l'être responsable de sa mort se penchait vers elle, commençait à la dévorer. Au même moment, dans sa grotte, Ryan était au port du désespoir. Du fait de sa connexion récente avec sa sœur, il l'avait vue mourir, comme si elle était devant elle. Tuée par cette sirène ou ce triton, il n'était pas sûr. Il resta prostré au sol plusieurs minutes avant de se relever, devant le poing au ciel, maudissant le clan des sirènes pour leur acte, et jurant qu'il leur ferait payer leur crime un jour. Il savait cependant que son rôle se limitait à tuer uniquement les humains au cœur noir. Quelque chose en lui l'empêchait de tuer qui que ce soit d'autre. De plus, il ne pouvait quitter la route du péché. C'était son territoire, son terrain de chasse, et désormais, sa malédiction. Jamais il ne pourrait venger la mort de Missy. Il tomba à nouveau en larmes dans la pénombre de sa grotte. Ryan ne le savait pas encore à ce moment-là, mais d'ici plusieurs années, il allait de nouveau croiser Vladimir. Un Vladimir différent, possédant plus de connaissances à même de lui permettre de changer sa nature. Il modifierait ce qui l'empêchait d'aller à l'encontre de celle-ci. Il lui donnerait la possibilité d'obtenir réparation pour l'acte odieux dont avait été victime sa sœur. Il serait capable de tuer autre chose que des humains au cœur noir.